Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. D'abord, moi, effectivement, je vais vous parler du stratagème de la fraude du président et c'est vraiment un sujet qui est fascinant. De manière générale, la fraude est en soi assez riche, là, mais le stratagème de la fraude du président amène différentes facettes liées à la manipulation, liées, je dirais même à la naïveté humaine, là, qui font que c'est vraiment un sujet là, fort intéressant. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que la fraude du président? D'abord, la fraude du président peut avoir plusieurs noms. On l'appelle la fraude du président, mais ça peut être la fraude au faux PDG, la fraude aux plus hauts dirigeants. Il y a plusieurs appellations, puis il y a plusieurs définitions aussi de la fraude du président. J'en ai choisi deux pour vous. D'abord, celle de la Gendarmerie royale qui décrit la fraude comme suit. C'est une tactique très ciblée dont les criminels se servent pour se renseigner sur une entreprise ou ses employés et les voler. En exploitant les relations existantes entre le destinataire et l'expéditeur du courriel, le criminel, qui se fait passer pour l'expéditeur digne de confiance, utilise divers moyens pour convaincre le destinataire d'envoyer de l'argent ou de communiquer des renseignements financiers. L'AMF, quant à elle, décrit la fraude comme suit. Dans ce type de fraude, le fraudeur contacte directement les employés d'une entreprise et leur demande de faire des virements bancaires d'urgence. Le fraudeur se fait passer pour le président de l'entreprise ou prétend que la demande provient du président de l'entreprise. Donc, on se retrouve avec essentiellement un fraudeur qui va communiquer, généralement par courriel, avec un employé de l'entreprise. Il va se faire passer du mieux qu'il peut pour le président, un haut dirigeant de l'entreprise, et il va l'inviter de manière très urgente à faire un transfert bancaire pour après ça s'empresser de prendre l'argent et le faire disparaître dans d'autres comptes bancaires, généralement à l'étranger. Donc, si on essaie de décortiquer un peu cette fraude-là, 5 points. C'est une fraude par personnification, c'est-à-dire que c'est une fraude ou un stratagème par lequel le fraudeur va tenter de se faire passer pour un interlocuteur légitime. Et ils sont très habiles pour ce faire. Ils vont se déguiser le mieux qu'ils peuvent là, en un interlocuteur fiable, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple une adresse courriel, la mettre très, très similaire à une adresse courriel existante en changeant là, des infimes détails dans l'adresse courriel. On va faire référence aussi dans les courriels à certains événements vécus réels. On va faire référence, par exemple, à un événement qui a eu lieu au sein de l'entreprise, à un party de Noël. On va essayer de mettre des liens de référencement pour que la personne se sente en confiance. Et on va même utiliser un langage qui est celui de l'interlocuteur légitime. On va prendre des expressions, on va reprendre le ton du président ou du haut dirigeant. Alors, c'est un exemple de fraude par personnification. Il y en a d'autres. Une autre fraude très commune de personnification va être celle du faux fournisseur. Très similaire. Le fraudeur va se faire passer cette fois-ci pour un fournisseur réel de l'entreprise. Il va contacter l'employé, il va lui dire « Désolé, on a changé nos coordonnées bancaires, veuillez faire le paiement des prochaines factures à tel numéro de compte. » Évidemment, c'est un faux compte. En fait, c'est un compte bénéficiaire qui n'appartient pas au véritable fournisseur et l'argent va disparaître par la suite. Deuxième élément, c'est une fraude où le rôle de l'ingénierie sociale, on en a parlé un peu, est très important. Pour que la fraude soit efficace, le fraudeur va faire ses devoirs, il va les faire longtemps à l'avance. Alors, il va utiliser l'ingénierie sociale où il va fouiller sur les sites Internet de l'entreprise. Il va glaner tout ce qui est médias sociaux pour avoir le maximum d'informations, non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur les hauts dirigeants et sur l'employé qui a été ciblé. L'employé ne sera pas ciblé par hasard, c'est un employé qu'on sait qui est une bonne victime pour la fraude. Donc, on se rapproche aussi où on va faire intervenir effectivement des techniques d'hameçonnage. Alors, le fraudeur va préalablement envoyer certains courriels, toujours en faisant semblant d'être un interlocuteur légitime, dans le but d'amener la personne à divulguer d'elle-même certaines informations confidentielles qui vont l'amener à avoir plus d'informations sur l'entreprise. Troisième élément, confiance, urgence et confidentialité. Encore une fois, pour que l'arnaque soit efficace, le fraudeur va mettre un maximum de pression sur l'employé ciblé.
D'abord, il va la mettre en confiance. Souvent, dans le premier courriel ou le premier échange, le fraudeur va être extrêmement flatteur à l'égard de sa victime. C'est une employée modèle qui a été choisie en raison de ses qualités professionnelles exceptionnelles. Et par la suite, très rapidement, on va mettre de la pression. On va dire que c'est une transaction qui est extrêmement urgente et extrêmement confidentielle. Donc, urgence, confidentialité, là, égale signaux d'alarme rouge éclatants. Il faut faire très, très attention. Le fraudeur a besoin d'agir extrêmement rapidement pour éviter que la victime ait le temps de faire des vérifications puis s'assurer auprès des personnes compétentes si, oui ou non, la transaction est légitime. Quatrième élément, difficulté à récupérer les sommes transférées. Une fois que le transfert a été effectué, une fois que la victime a transféré l'argent dans le compte bénéficiaire, il est généralement trop tard. Les fraudeurs vont s'accaparer assez rapidement de l'argent pour la retransférer à l'étranger. C'est une fraude qui, une fois perpétrée, est extrêmement efficace. Récupérer les sommes, c'est pratiquement illusoire. Là, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et finalement, cinquième élément, le rôle des nouvelles technologies. On en a parlé déjà beaucoup, mais les fraudeurs sont souvent 1, 2, 3 coups en avance sur nous. Et on va le voir un peu plus tard là, dans la présentation, mais la meilleure façon de prévenir la fraude du président, c'est vraiment la sensibilisation des employés. Mais encore là, considérant l'habilité des fraudeurs, il faut être très prudent dans les mesures de protection, les stratégies qu'on va mettre à l'interne pour éviter les fraudes, parce que des stratégies trop ciblées vont faire en sorte que les fraudeurs, une fois que ça va être implanté dans l'entreprise, vont pouvoir rapidement aller ailleurs et détourner les mesures de protection qui ont été mises en place. Par exemple, on a vu des cas où les fraudeurs vont pirater les lignes téléphoniques. Ils vont s'assurer que la personne ne soit pas capable de communiquer directement avec le président. Ou si elle pense communiquer avec le président, en fait, c'est le fraudeur qui va prendre l'appel. On a vu aussi des cas où, même dans le cas de vidéoconférence, par exemple Teams, le fraudeur va faire une vidéoconférence avec l'employé ciblé et va mettre un filtre pour que l'employé pense réellement s'adresser au président. Donc, les fraudeurs sont extrêmement efficaces. Ils utilisent à meilleur escient les nouvelles technologies. Donc, le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un contact en présentiel et de vérifier l'information avec la personne qui est présente. Maintenant, quelques chiffres. Les dommages liés à la fraude. Alors, la fraude du président, bien, et là, j'ai pris les informations qui proviennent de la GRC, mais selon la GRC, la fraude du président a permis de voler plus de 26 milliards de dollars à des victimes dans le monde entier. Et au Canada uniquement, en 2020, ce type de fraude a permis de voler environ 30 millions de dollars. Alors, et ça, c'est seulement selon les signalements reçus au Centre antifraude. Alors, c'est une fraude qui a lieu partout dans le monde. Aucun pays y échappe. Et même si c'est une fraude qui, en termes de victimes, est peut-être pas la plus significative, on voit que les dommages en termes monétaires sont quand même très importants. On a plusieurs exemples. Le Québec n'a pas fait exception à ça. On a vu certains exemples qui ont défrayé la manchette des journaux. Probablement, l'exemple qui a été le plus publicisé, c'est celui de la coop fédérée en 2016 déjà, où la coop était propriétaire de l'email et de BMR, et la fraude était très importante. C'est une fraude au président qui a coûté 5,5 millions de dollars. Mais il y a des exemples plus récents aussi. Là. On a vu que l'entreprise en cause, qui est un cabinet conseil, là, a fait l'objet d'une fraude du président en décembre 2020 pour un montant d'environ 400 000 $. Et on a aussi l'entreprise M. Cocktail là, qui a défrayé la manchette des journaux parce qu'il a également été victime d'une fraude au président. Maintenant, la responsabilité des institutions financières et des entreprises. Avant d'aborder un peu plus en détail la décision Alpha-Goma, qui est probablement la décision la plus pertinente sur le sujet et la plus récente, je voulais revenir sur certains principes généraux avec vous. D'abord, pour comprendre là, ce à quoi on s'attend à l'institution financière. D'abord, la première chose
que l'institution financière doit faire, c'est s'assurer que les instructions viennent bien de son client, donc l'authenticité de son client. Première chose, par la suite, son premier devoir, c'est d'exécuter et d'exécuter avec diligence l'ordre sans erreur au bon bénéficiaire. Dans le cas d'une fraude par personnification, ces deux éléments-là ne sont pas problématiques, c'est-à-dire la personne a toutes les autorisations nécessaires pour faire les transferts, elle veut réellement transférer l'argent au compte bénéficiaire qu'elle a identifié à l'institution financière. Donc, ces deux éléments-là ne font généralement pas problème. Maintenant, qu'en est-il de l'obligation de prudence et de diligence? Alors là, pour ce type de fraude-là, de manière générale, la responsabilité des institutions financières va être plus limitée, à moins évidemment qu'elles aient contribué à la fraude, mais on n'est pas là. Donc, on essaie de manière générale de limiter la responsabilité des institutions financières. Un exemple qui a été donné par le professeur Larcourcière dans son ouvrage sur le droit bancaire, c'est le cas de la coop fédérée. On vient de parler un petit peu plus tôt, là, la fraude du président de 5,5 millions. C'est vrai que dans cette affaire-là, finalement, les propos de la Cour étaient davantage de la nature d'un obitaire, mais il demeure que la Cour en est venue à la conclusion, d'une part, que la banque avait une convention avec son client et que la responsabilité qui découlait des instructions bancaires devait d'abord et avant tout appartenir au client, première chose. Et deuxième chose, la Cour en vient à la conclusion que la banque avait rempli correctement son mandat et ses obligations, à la fois de vérification et quant aux signatures et au code de vérification. Alors, c'est un exemple pour démontrer que la responsabilité, en théorie, de l'institution financière est plus limitée. Maintenant, ce qui nous amène à l'affaire Alpha Goma, où, dans ce cas-là, l'institution financière a effectivement été retenue responsable, mais il y a eu un partage de responsabilité 50-50. Dans cette affaire-là, l'entreprise Alpha Goma a fait l'objet, évidemment, d'une fraude du président. Le fraudeur s'est fait passer pour le président de l'entreprise. Il faut savoir aussi que la maison mère de l'entreprise était située en Italie. Alors, le fraudeur a communiqué avec une employée de l'entreprise et a fait évidemment référence à une transaction urgente pour l'acquisition d'actifs. Et le courriel, il faut dire aussi que le courriel en question imitait de manière parfaite le président. Il est écrit en italien, il reprenait le ton du président. Alors, les fraudeurs avaient fait leur devoir. Et donc, l'entreprise a été victime d'une fraude et a perdu un montant de 2 millions de dollars. Elle s'est retournée vers son institution financière, la HSBC, en disant « Vous auriez dû agir davantage pour prévenir la fraude ». Alors, ce qu'il faut dire par rapport aux faits particuliers relativement à la HSBC, c'est d'une part qu'elle avait transgressé à plusieurs règles internes et à plusieurs directives de ses clients. Alors, ça a été, je pense, un élément très important dans la décision du tribunal. Et on l'a dit, la première ligne de défense, c'est vraiment la sensibilisation auprès de ses employés et le fait de prévoir à l'interne au sein de l'entreprise des mesures de précaution. Or, dans ce cas-ci, Alpha Goma en avait mis en place. Elle avait demandé, par exemple, à l'institution financière, elle avait fait parvenir un formulaire en prévoyant une directive pour de ne pas effectuer, en fait, aucun virement qui dépassait la limite de 500 000 $. Mais l'institution financière, finalement, la HSBC, n'a pas respecté cette directive-là. Donc, il y a eu des virements qui ont été faits au-delà de la limite autorisée. Première faute. Deuxième faute, dans le cas de la HSBC, elle avait accepté de faire des virements alors qu'il n'y avait pas la double signature. Il y avait seulement une signature qui avait été apposée et le client avait requis une double signature. La HSBC a passé par-dessus ça pour autoriser quand même le virement. Et finalement, la Cour en vient à la conclusion qu'il y avait plusieurs signaux d'alarme qui auraient dû éveiller le soupçon de la banque et que la banque avait finalement strictement rien fait, était restée vraiment inactive à poser aucune question au client.
Et là, la Cour indique spécifiquement sur cet aspect-là, la troisième faute qui est retenue à l'égard de la banque. La Cour indique qu'il y avait des signes qui étaient très faciles à détecter, mais que ses représentants avaient fermé les yeux, alors que poser ne serait-ce que quelques questions aurait rapidement déclenché le signal d'alarme. Alors, on voit encore là que le seuil n'est pas particulièrement élevé là, pour l'institution financière. On lui dit, il y avait des signaux d'alarme extrêmement importants, vous auriez dû poser quelques questions à votre client pour éveiller à tout le moins chez lui un questionnement additionnel. Et la Cour souligne aussi que l'institution financière est généralement, en fait, que la faute de l'institution financière est généralement beaucoup moins élevée que celle de l'entreprise. À cet effet-là, on se rapporte à l'arrêt Jackson et là, je traduis librement là, ce que le juge Pless a écrit dans son jugement Alphagoma, mais il indique « La double mission d'une banque est d'exécuter les instructions et de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients. La barre qui oblige la banque à lever le drapeau rouge est beaucoup plus haute que celle qui oblige Alphagoma à détecter ce drapeau. » Et donc, finalement, malgré les nombreuses erreurs qui ont été commises de la part de la banque, le juge conclut un partage de responsabilité 50-50 entre Alphagoma et la HSBC dans ce cas-ci. Ça m'amène au dernier élément, les mesures de précaution à mettre en place par les entreprises. Ici, on a repris essentiellement ce qui était suggéré par la Sûreté du Québec, qui amène plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants et qu'on devrait quand même souligner de manière plus particulière. Alors, premier élément, effectuer systématiquement des vérifications auprès des personnes en autorité au sein de l'entreprise avant de procéder à une transaction, particulièrement s'il y a un caractère d'urgence. Et là, encore là, les vérifications devraient être faites le plus possible en présentiel. Il n'y a rien de mieux que de parler réellement au président ou aux dirigeants qui nous donnent des instructions pour avoir l'heure juste. Deuxièmement, communiquer directement avec le demandeur en utilisant les coordonnées dont dispose l'entreprise et non celles indiquées dans le courriel de la requête. Évidemment, on ne fait pas « reply » au courriel, on va aller par un autre moyen pour communiquer directement avec le président ou le haut dirigeant. Troisièmement, vérifier l'adresse courriel du demandeur. Généralement, le courriel frauduleux est similaire à celui du président de l'entreprise, mais comporte une lettre ou un chiffre à caractère de plus. Donc, on va mettre le curseur sur l'adresse courriel et faire une vérification pour s'assurer que l'adresse est la bonne. Quatrièmement, mettre en place un protocole sécuritaire tel un mot de passe confidentiel qui augmente ainsi le niveau de sécurité des transactions de l'entreprise. Bon, évidemment, là, il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux, ne pas mettre même dans nos documents internes le dit mot de passe. Là, le mot de passe doit rester confidentiel et à l'extérieur des systèmes informatiques le plus possible. Mettre en place des procédures spécifiques et désigner une personne compétente pour permettre des virements d'urgence. On peut voir des cas là, où les personnes vont donner les clés de leur compte bancaire à peu près n'importe qui dans leur entreprise. Ils vont avoir tous les accès possibles et inimaginables sans que l'entreprise fasse des vérifications vraiment plus diligentes sur les antécédents même des employés. Donc, s'assurer pour l'entreprise d'avoir plus d'une personne et d'avoir vérifié que les personnes qui ont les accès sont des personnes fiables. On prévoit également comme mesure de précaution prévoir systématiquement un contre-appel de la banque en cas de virement au-dessus d'un certain montant. Il y a certaines mesures de protection qui peuvent être mises en place en collaboration avec l'institution financière. Celle-là en est un. Donc, si l'entreprise souhaite faire des vérifications additionnelles, c'est facile de communiquer avec son institution bancaire et en faire la demande. Limiter les communications d'informations sur l'organisation de l'entreprise, son organigramme, la communication d'informations individuelles, site Internet de l'entreprise, médias sociaux. On l'a vu, c'est une source incroyable d'informations pour les fraudeurs. Plus on leur en donne, plus ils vont s'en servir. Donc, on limite les informations en ce sens-là. Et finalement, sensibiliser les employés pouvant être impliqués à ne pas fournir les informations personnelles telles que la copie du permis de conduire ou autres documents, même si on l'exige. Donc, on l'a dit, il faut faire attention aux documents et aux informations qu'on fournit. Ça pourrait toujours être utilisé à mauvais escient.
Et j'ajouterais aussi qu'il y a certaines organisations, notamment Desjardins et la Banque nationale d'ailleurs, qui ont mis en place des outils qui sont formidables, qui peuvent être partagés avec les employés. Je pense notamment à la trousse CyberEco, qui est vraiment impeccable, qui est un outil très facile à utiliser. Alors, c'est des outils qui sont disponibles. Il suffit que les entreprises prennent le temps d'aller les chercher et de s'assurer que les employés puissent en prendre connaissance. Alors, ça faisait essentiellement le tour des choses que je voulais discuter avec vous. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement riche. On pourrait en parler très longuement. Mais je rejoins les commentaires de certains autres conférenciers. Je pense que le mot d'ordre est vraiment la sensibilisation. Il n'y a aucune institution financière, aucun corps policier qui va être plus efficace pour sauvegarder les intérêts de votre entreprise que les mesures de protection mises en place par l'entreprise elle-même et la sensibilisation faite auprès des employés. Je pense que c'est la clé du succès. Alors, merci tout le monde.